Bonjour, je suis Julie Gaillet. Le Fonds pour la santé des femmes, FSF, dont je suis la marraine, a décidé avec le soutien de Nos épaules et vos ailes de créer un podcast consacré à l'information des femmes, l'écho des gynécos. Pour qu'un véritable dialogue puisse s'installer entre patientes et professionnels, le Fonds pour la santé des femmes fera appel aux meilleurs experts du Collège national des gynécologues et obstétriciens, car il est nécessaire d'avoir un espace d'information juste, vérifié, actualisé. Une vision que je partage. Une santé éclairée pour chaque femme, c'est tout l'enjeu de ce podcast, l'écho des gynécos. Il est à vous. Merci Julie Gaillet, bonjour, je suis Carole Renucci, journaliste, réalisatrice et votre hôte. Dans ce nouvel épisode consacré à la ménopause, après avoir fait l'inventaire des symptômes et des risques dans l'épisode précédent, nous vous proposons d'explorer maintenant, ensemble, l'un des risques majeurs de la ménopause, celui qui concerne nos os. Oui, en effet, pourquoi nos os se fragilisent-ils ? Quels sont les risques et comment peuvent-ils impacter notre qualité de vie ? Les fractures, l'ostéoporose sont-elles inéluctables ? Faut-il mieux prévenir ? Des solutions quand le risque est avéré existent-elles ? Le professeur Florence Trémolière, responsable du centre de ménopause au CHU de Toulouse, nous apportera son éclairage. Mais commençons par le commencement, écoutons ensemble le témoignage de Caroline, 60 ans. J'ai été ménopausée aux environs de la cinquantaine, sans signe particulier, 1 ou 2 bouffées de chaleur. J'avais demandé à ma gynéco si le traitement hormonal pouvait m'apporter quelque chose. Elle m'avait alors énuméré tous les facteurs qui pouvaient l'indiquer et en a conclu que, dans mon cas, ce n'était pas nécessaire. En fait, à 56 ans, je me suis fracturé un orteil, puis en tombant, je me suis fracturé une vertèbre. Ces 2 incidents ont mis la puce à l'oreille de mon médecin généraliste qui m'a prescrit une ostéodensitométrie et qui, au vu des résultats, m'a expliqué que j'étais en ostéopénie, c'est-à-dire le stade juste avant l'ostéoporose. Il m'a orienté ensuite vers un rhumatologue qui m'a prescrit un traitement en m'avertissant qu'il pouvait y avoir un risque de thrombose. J'ai fait tous les 2 ans environ, je crois, une ostéodensitométrie qui a démontré que l'état de mes os était stationnaire. Au début de cette année, je me suis fracturé le bassin en glissant sur une plaque de verglas. Ma rhumato m'a demandé d'arrêter le traitement qui pour elle ne fonctionnait pas au plus. J'ai de nouveau passé un examen qui a démontré que j'étais en ostéoporose. Aujourd'hui, je me demande si on aurait pu prévenir davantage ce problème qui, j'avoue, me mine le moral. Un nouveau traitement m'a été prescrit à base de bisphosphonate. J'ai lu sur internet qu'il était plutôt prescrit autour des 70 ans. J'ai peur de finir en fauteuil roulant. Quelle est votre réaction, professeur Florence Trémolière, à ce témoignage ? Alors ce témoignage souligne la difficulté de prendre en charge l'ostéoporose, et particulièrement lorsqu'il y a déjà la survenue de fractures, puisque finalement l'objectif d'une stratégie de prévention de la survenue des fractures serait d'agir avant justement la survenue de la fracture. Donc là on est face à une femme qui a déjà fait une fracture majeure, puisque c'est une fracture vertébrale, et obligatoirement on va sur des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité antifracturaire, c'est-à-dire d'éviter de refaire une fracture. Globalement, les 2 grandes classes thérapeutiques qui vont devoir être discutées à cet âge-là sont d'une part le raloxifène, c'est-à-dire le médicament qui a été proposé à cette patiente, ou les biphosphonates. En première intention, chaque fois que possible, effectivement, on préfère privilégier le raloxifène, particulièrement si c'est une femme de moins de 65 ans, particulièrement si elle souffre plutôt d'ostéoporose vertébrale et a fortiori si elle a déjà fait une fracture vertébrale, ce qui était le cas de cette femme. Donc on était tout à fait, je dirais, dans les habitudes thérapeutiques ou la décision thérapeutique la plus usuelle.
Alors, cette personne qui a bien voulu témoigner, elle a une crainte et une question. La crainte, c'est est-ce que je ne vais pas un jour me retrouver dans un fauteuil roulant à force de me fracturer de cette façon-là? Parce qu'en fait, comme vous l'avez souligné, il y a déjà eu plusieurs fractures. Alors, fauteuil roulant, c'est un peu exagéré. Bien que, effectivement, quand on fait une première fracture vertébrale, le risque de refaire une fracture vertébrale est très élevé, et en particulier dans l'année qui suit. C'est pour ça qu'on parle de fracture imminente en termes de fracture vertébrale, et on essaie d'agir vite. Se retrouver dans un fauteuil roulant, il faudrait vraiment avoir 4, 5, 6 fractures vertébrales pour impacter la statique vertébrale et empêcher la station debout. Bien sûr, la fracture du col du fémur peut être une autre raison de se retrouver dans un fauteuil roulant, mais l'âge moyen de la fracture du col du fémur est 82 ans. Donc, je dirais dans la soixantaine, dans les 10 à 15 ans qui suivent, la fracture du col du fémur est rarement une fracture que l'on craint en première intention. Très bien, je vous remercie infiniment. Alors là, on a répondu à une de ces craintes, mais elle a aussi une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévenir davantage ce risque osseux, et notamment au moment de la ménopause qui, pour elle, a eu lieu à 50 ans? C'eût été effectivement l'idéal, c'est-à-dire d'avoir une évaluation du risque fracturaire en début de ménopause, de manière à pouvoir mettre en œuvre les moyens de prévention les plus efficaces, évitant justement la dégradation du tissu osseux qui est liée directement à la carence œstrogénique. Bon, il y a d'autres facteurs, mais le primo movens, c'est avant tout la carence œstrogénique de la ménopause, et par là même éviter que l'os se fragilise. Alors, elle n'avait aucun signaux. L'enquête a été faite correctement. L'entente avec son gynécologue est tout à fait bonne et cordiale et suivie. Donc, en fait, là, on est devant, je dirais, une page blanche. Est-ce que vous voulez bien, professeur Trémolière, nous expliquer ce qu'est le parcours idéal en matière de préservation de l'os au début de la ménopause? On sait qu'il y a 4 risques majeurs, dont celui-là. Quel est le parcours idéal? Vous avez souligné la problématique essentielle du dépistage de l'ostéoporose. Il faut bien penser que le capital osseux est déterminé essentiellement par des facteurs génétiques. 80% du déterminisme osseux dépend de vos facteurs génétiques. Et comme j'ai l'habitude souvent de le dire un peu trivialement à mes patientes, ce n'est pas inscrit sur leur front. Donc on ne peut pas savoir, lorsqu'une femme va débuter sa ménopause, quel est réellement son capital osseux. Bien sûr, si elle a des facteurs cliniques de risque dont on sait qu'ils sont associés avec un plus haut risque, habituellement le médecin va proposer la réalisation d'un examen d'ostéodensitométrie, et on sait que la sensibilité des facteurs de risque à prédire une densité osseuse basse n'est pas si mauvaise que cela, puisqu'en gros, 1 fois sur 2, on va effectivement retrouver chez des femmes qui ont un ou plusieurs facteurs de risque de densité osseuse basse la diminution de la densité osseuse. Donc là, c'est relativement facile. Et du reste, dans toutes les recommandations, avec un grade A, il est recommandé de proposer un examen d'ostéodensitométrie chez une femme qui débute sa ménopause avec déjà des facteurs cliniques de risque de fracture. Ce qui veut dire que si vous n'aviez pas fait l'examen, vous ne pouviez pas avoir la connaissance de son niveau de densité osseuse. Et c'est probablement ce qui est arrivé à la patiente dont vous parlez, qui, parce qu'elle n'avait pas de facteur de risque évocateur, n'a pas bénéficié malheureusement de cet examen d'ostéodensitométrie. Et d'autant plus que les conditions de remboursement de cet examen, qui sont relativement restrictives, alors que c'est un examen qui est très peu onéreux, puisque le prix de remboursement sécurité sociale est de l'ordre de 40 €. Il n'en demeure pas moins que ces conditions de remboursement ont induit pour beaucoup de médecins le concept que si vous n'aviez pas de facteurs cliniques de risque, vous n'étiez pas du tout à risque. Mais c'est totalement faux en termes d'os, tout simplement, encore une fois, parce que le déterminisme du tissu osseux est pour une très très grande partie conditionné par les facteurs génétiques. Alors, il y a des chiffres qui indiquent que beaucoup de femmes peuvent être concernées ou sont concernées par ce risque. Est-ce que du coup, question, je dirais, basique ou toute naturelle, pourquoi est-ce que cet examen n'est pas systématique au début de la ménopause, comme le sont les mammographies, etc., etc. C'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. C'est effectivement quelque chose pour laquelle personnellement je milite depuis déjà une 30aine d'années, voire plus, justement de par l'expérience que nous avons acquis dans notre centre. Alors cette question est souvent sous-tendue par le fait d'abord que c'était un examen
relativement jeune dans sa connaissance, puisque globalement on fait de l'ostéodensitométrie depuis la fin des années 80. Et le remboursement sous condition a été obtenu en juillet 2010. Donc par rapport peut-être à d'autres examens, c'est encore un examen dont on pouvait légitimement penser qu'il n'allait pas forcément apporter des renseignements suffisamment pertinents pour la santé des femmes pour le rembourser. Et le dernier élément, c'est que justement, quand on discute avec nos collègues épidémiologistes par rapport à cette problématique-là, c'est qu'ils nous disent « nous n'avons pas d'études suffisamment prolongées qui auraient démontré que la connaissance systématique de la valeur de la densité osseuse en début de ménopause était significativement associée à la fois à une diminution du risque de fracture, de l'incidence des fractures et de l'incidence de la mortalité. Au même titre qu'effectivement, vous avez cité la mammographie, on a une foultitude d'études prospectives de longue durée qui ont effectivement démontré que lorsqu'on fait des examens mammographiques systématiquement à partir de 50 ans, maintenant on va passer à 45 ans, effectivement, on diminue la mortalité par cancer du sein. Eh bien, ces données, ces études en termes d'ostéoporose et de valeur de l'examen densitométrique, nous ne les avons pas. Je note quand même qu'une femme sur 3 peut être concernée par l'ostéoporose. C'est ce que j'ai lu dans les petites plaquettes qui sont mises à disposition dans votre centre. On en dira un mot tout à l'heure. Et que ça concerne un homme sur 5 quand même. J'imagine que vous rencontrez pas mal de femmes de plus de 60 ans qui portent ce risque-là. Oui, effectivement, et c'est bien la problématique puisque le corollaire à ce non-remboursement de l'examen densitométrique tient également aux moyens de prévention. Où en début de ménopause, l'option thérapeutique que l'on privilégie ou que l'on va chercher à privilégier en première intention est le traitement hormonal de ménopause. Or, il y a 25 ans, suite à un essai clinique qui a démontré dans la façon dont il a été fait que les risques étaient supérieurs aux bénéfices, tous les praticiens ont arrêté ou presque de prescrire des traitements hormonaux, comme beaucoup de femmes sont très réticentes à prendre ce traitement. Ce qui veut dire que si jamais vous faisiez du dépistage et si vous trouviez une patiente qui avait déjà une densité osseuse abaissée, c'est-à-dire qui le relèverait potentiellement d'une prévention par le traitement hormonal de ménopause, parce que vous ne souhaitez pas faire ce traitement ou parce que la femme ne souhaite pas le faire, autant ne pas dépister. Si on n'a pas la connaissance, on ne sera pas face à une impasse thérapeutique potentielle de non-prescription du traitement hormonal. Donc on reste dans l'obscurité. Complètement. Alors, revenons, si vous voulez bien, à un parcours idéal. Une femme de 50 ans qui est en train de vivre sa ménopause, pour laquelle on a identifié ce risque-là et peut-être d'autres. Quelles sont les réponses thérapeutiques qu'on peut lui proposer ? Alors, il y a déjà des réponses, je dirais, d'hygiène de vie. Il y a 3 grandes mesures qui sont toujours préconisées, qui sont d'une part bien manger et avoir des apports en produits laitiers suffisants pour apporter à l'organisme environ 1000 mg de calcium. Deuxièmement, avoir une activité physique en associant de préférence une activité physique en charge, la marche active par exemple, mais également des exercices de renforcement musculaire qui peuvent être faits 2 à 3 fois par semaine et qui, en association avec l'activité physique en charge, vont avoir un bénéfice sur le plan de la santé osseuse. Et puis la dernière mesure, c'est si effectivement on s'expose que peu au soleil selon le lieu d'habitation, eh bien on recommande de prendre une supplémentation vitaminique D, de manière un peu systématique, avec des apports journaliers de l'ordre de 1000 unités par jour. Pour autant, toutes ces mesures-là, elles sont extrêmement importantes chez une femme, je dirais, à risque fracturaire modéré et plus particulièrement lorsqu'on est à distance du début de la ménopause, c'est-à-dire plutôt après 60 ans. Malheureusement, en début de ménopause, le déterminisme de la perte osseuse, il est à plus de 95%, sous-tendu par l'impact justement de la carence œstrogénique sur le tissu osseux. Et ça aussi, c'est conditionné plus ou moins par des facteurs génétiques. Bien sûr, il y a des facteurs, je dirais, démographiques. On sait par exemple qu'une femme maigre a beaucoup plus de risques d'avoir une perte osseuse rapide qu'une femme en surpoids. Donc déjà par là même, on peut identifier certaines femmes qui sont plus à risque. Une femme qui fume va également avoir très souvent des taux de perte osseuse plus importants que la normale, d'autant plus que très souvent, elle est ménopausée
un peu plus précocement. Un tabagisme important avance l'âge de la ménopause d'environ 2 ans. Mais même si on a quelques éléments d'orientation vers un niveau de perte osseuse, là, comme pour le capital osseux avec lequel on aborde sa ménopause, le déterminisme de la perte osseuse est très souvent conditionné par des facteurs génétiques. On va reparler, si vous voulez bien, du traitement hormonal de la ménopause qui sera largement traité dans notre 3e épisode ou dans notre prochain épisode. Mais j'aimerais que vous me disiez si ce traitement-là peut être une réponse justement au risque fracturaire. Bien évidemment, puisqu'encore une fois, le primum movens de l'ostéoporose post-ménopausique, qui est la forme la plus habituelle de l'ostéoporose chez la femme, c'est une ostéoporose qui est secondaire à la carence œstrogénique de la ménopause. Pas uniquement, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, si vous arrivez à la ménopause avec déjà un capital osseux plus bas que la normale pour des raisons génétiques, il est certain que la carence œstrogénique ne fera qu'amplifier le risque à court terme, enfin court ou moyen terme. Il n'en demeure pas moins que comme c'est la carence œstrogénique qui va impacter l'activité du remodelage osseux, c'est-à-dire ce qui conditionne la santé osseuse, eh bien cette carence, elle va augmenter la perte osseuse dès le début de la ménopause. Et si on veut s'opposer à cette perte osseuse, la réponse la plus adaptée est justement de pouvoir redonner à l'organisme des œstrogènes, donc les œstrogènes qui sont le composant essentiel de ce fameux traitement hormonal de la ménopause, pour bloquer justement les effets de la carence œstrogénique sur le tissu osseux. Et cette supplémentation, elle a 2 avantages, puisqu'à la fois elle bloque la perte osseuse, mais elle permet également de conserver la microarchitecture osseuse, c'est-à-dire la qualité du tissu osseux, qui elle-même est dégradée de par la perte osseuse. En gros, pour faire simple, plus vous perdez de l'os et plus votre architecture se détériore. Et particulièrement sur les pièces osseuses qui sont riches en os spongieux, ce que l'on appelle aussi l'os trabéculaire, c'est-à-dire l'extrémité du poignet, les vertèbres, les côtes, les chevilles. Et comme par hasard, ce sont justement les premières fractures que l'on va observer dans l'histoire naturelle de l'ostéoporose parce que ce sont des pièces osseuses qui sont les plus sensibles à l'impact de la carence œstrogénique. Alors que la fracture un peu emblématique de l'ostéoporose que l'on cite souvent, qui est la fracture du col du fémur, elle survient beaucoup plus tardivement dans la vie, puisque au niveau du fémur, c'est un os plutôt cortical, un os qui n'est pas aussi sensible à l'effet de la carence œstrogénique que l'est l'os trabéculaire, et il va y avoir souvent d'autres facteurs extra-osseux qui conditionnent cette fracture, en particulier la chute. Si vous ne tombez pas, votre probabilité de faire une fracture du col du fémur est quasiment nulle. On comprend bien, professeur Trémolière, qu'il faut être informé et peut-être qu'il y a un conseil que vous pourriez donner aux femmes qui vont rentrer dans cette période de la ménopause. Déjà, les conseils à leur donner, c'est effectivement d'optimiser le plus possible leur hygiène de vie au travers de ces 3 mesures dont on a parlé, c'est-à-dire les apports alimentaires en produits laitiers, l'activité physique est extrêmement importante et éviter les carences en vitamine D notamment. Pour autant, moi vraiment je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est de dire le dépistage du risque futur d'ostéoporose, il peut être fait via la réalisation de l'examen d'ostéodensitométrie. Donc demandez à votre médecin la réalisation de cet examen, même si vous ne rentrez pas dans les conditions officielles du remboursement compte tenu de son faible coût et du fait qu'il peut rapporter beaucoup si jamais effectivement vous rentreriez dans la catégorie des femmes qui débuteraient leur ménopause avec déjà un capital osseux non strictement normal. Professeur, vous avez créé il y a 10 ans, 20 ans, je ne sais plus, ce centre de la ménopause. Donc, Nous allons fêter cette année son 40e anniversaire. J'ai 2 trains de retard alors. Mais les 40 ans, c'était vous au début ou pas ? Non, c'était mon maître qui était le professeur Claude Ribaud, mais j'ai commencé à travailler avec lui peut-être 2 ans après la création du centre. Donc j'étais tout au début de sa création. Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer à vos collègues gynécologues, enfin, en tout cas qui ne sont pas en proximité d'un centre tel que le vôtre ? La problématique de la prise en charge de la ménopause
a été assez d'actualité au cours de ces derniers mois, au travers de différentes actions, et notamment sous l'égide de Madame la ministre Stéphanie Rist, qui a mené, avant même qu'elle soit ministre, cette mission parlementaire sur la ménopause, qui a quand même sensibilisé beaucoup de personnes, professionnels de santé, mais également les femmes, vis-à-vis de la prise en charge de la ménopause. Donc effectivement, le message que moi je souhaiterais leur faire passer, c'est que la ménopause, ça représente une étape de la vie de toutes les femmes, que l'on peut passer de manière tout à fait sereine. Bien sûr, il y a un certain nombre de femmes qui vont avoir des inconvénients au travers de cette ménopause, mais on peut y répondre. Et donc, c'est parlez-en. Le message essentiel, c'est parlez-en à votre professionnel de santé, parlez-en à votre entourage, et si nécessaire, eh bien, effectivement, soyez sensibilisés par rapport à ces problématiques d'hygiène de vie, mais soyez également sensibilisés aux risques potentiels que la ménopause peut engendrer chez certaines femmes, avec ces deux grands piliers que sont d'une part le risque d'ostéoporose et le risque cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui débutent leur ménopause vont être sensibilisées vis-à-vis de ces risques, mais ce sont pour autant des risques non négligeables et qui méritent d'être évalués. J'ai l'habitude de dire, la ménopause n'est pas une maladie, c'est bien évidemment une étape physiologique de la vie de toutes les femmes, mais chez certaines femmes, la carence œstrogénique et la conséquence de cette ménopause en tant qu'arrêt du fonctionnement ovarien peut faciliter l'émergence de certaines maladies. Eh bien, merci encore. Votre propos, professeur Trémolière, est extrêmement clair et j'espère qu'il sera utile et entendu. Merci à vous. Je vous en remercie. Ce qu'il faut retenir. Premier point, le risque d'ostéoporose est en grande partie lié à notre terrain génétique, mais il peut être augmenté pour toutes les femmes au moment de la ménopause. En effet, le déficit en oestrogène va dégrader le tissu osseux. Deuxième point, il est important de procéder à une densitométrie osseuse ou ostéodensitométrie en début de ménopause pour pouvoir connaître l'état de ses os, et cela même si cet examen peu coûteux n'est remboursé que sur prescription médicale. Se souvenir que la supplémentation en œstrogène présente deux avantages. Elle bloque la perte osseuse et permet de conserver un tissu osseux de qualité qui est lui-même dégradé par la perte osseuse. Pour toutes, pensez à absorber suffisamment de produits laitiers pour assurer ses besoins en calcium, maintenir une bonne activité physique et un apport suffisant en vitamine D. Et surtout, ne pas hésiter à évoquer la question avec son médecin. Merci aux experts du Collège national des gynécologues obstétriciens français, au professeur Florence Trémolière, pour sa participation à cet épisode de l'Écho des gynécos proposé par le Fonds pour la santé des femmes. Et bien sûr, merci à Caroline qui a bien voulu livrer son expérience et son ressenti. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Écho des gynécos qui sera consacré au traitement hormonal de la ménopause. Longtemps décrié, le traitement hormonal de la ménopause, ou THM, qui n'est prescrit encore aujourd'hui qu'à un faible pourcentage de femmes, ne pourrait-il pas apporter un réel bénéfice à au moins la moitié d'entre nous ? Pourquoi a-t-il pâti d'une si mauvaise réputation au point que toute une génération est peut-être passée à côté d'une vraie opportunité pour sa santé, sa qualité de vie et même son espérance de vie ? Les réponses très bientôt. L'Écho des gynécos, c'est le podcast dédié à la santé des femmes, audible sur toutes les plateformes, sur YouTube ainsi que sur le site du Fonds pour la santé des femmes et celui du Collège national des gynécologues obstétriciens français.